Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 15 janvier. Voici les principales informations que nous allons développer. Le pays a lancé une aide au paiement des loyers destinés aux actifs. Le budget alloué est de 200 millions pour l'instant. Contrairement à d'autres dispositifs, cette aide n'impose pas de plafond de revenus fixe, mais s'adapte à la composition familiale et aux charges réelles de chaque foyer. La réinsertion professionnelle et sociale grâce à la formation des métiers, c'est l'objectif d'une vingtaine de sans domicile fixe qui en ont bénéficié. Ce soir, vous verrez l'exemple de Mélanie qui vient de décrocher un contrat. Avec notre invité, le président Moetai Broderson, nous parlerons des perspectives 2026 du pays, notamment en matière de tourisme, du pouvoir d'achat, mais aussi des municipales ou encore de la préparation des Jeux du Pacifique 2027. Un skipper polynésien, Yann Rigal, a réalisé une performance historique avec son binôme il y a quelques jours. Ils ont fini deuxième d'une course mythique entre Sydney en Australie et Hobart sur l'île de Tasmanie. Merci d'être avec nous. Une aide au paiement du loyer, l'APL, a été présentée hier en Conseil des ministres. Avec la crise de logement en Polynésie et les loyers exorbitants, le ministre du Logement voit en l'APL un moyen pour les familles de se loger décemment. Pour en bénéficier, il faut respecter toutefois plusieurs critères. On fait le point avec Mélissa Chang et Mirko Vanfo. Foyer saturé, le gouvernement sort une nouvelle carte, l'APL, l'aide au paiement du loyer. Objectif, aider les actifs à faire face à des loyers toujours plus lourds. Je prends toujours l'exemple de la colocation que nous sommes. Chaque petit foyer que nous sommes, on pourra sortir de la colocation et avoir chacun son chez-soi. Son chez-soi et être autonome facilement, quoi. Dans le détail, l'APL sera définie au cas par cas en fonction de plusieurs critères tels que le montant du loyer, la composition du ménage, mais aussi les revenus et les dépenses du foyer. Côté logement, les propriétaires devront prouver que leur bien est décent, sécurisé et que le loyer respecte le plafond fixé dans chaque commune. Là, il s'agit de venir aider ces ménages qui aujourd'hui assument seuls le paiement de leur loyer dans le parc privé. On connaît les difficultés que ces ménages rencontrent pour assumer cette charge mensuelle. Les professionnels de l'immobilier applaudissent cette nouvelle aide à destination des ménages, mais côté propriétaire, des inquiétudes demeurent. Leur interrogation, eux, c'est de se dire si c'est trop long, je préfère louer à quelqu'un qui a un dossier qui a déjà les revenus demandés, soit 3 fois le montant du loyer. Alors que c'est quand même une aide qui est importante et nécessaire pour nos jeunes qui aujourd'hui ont des difficultés pour louer, tout simplement. Donc, il faut juste que ces procédures soient allégées. C'est vraiment nécessaire. Le budget de lancement de l'aide au paiement des loyers est fixé à 200 millions de francs pacifiques. Pour rappel, la Polynésie française compte près de 15 000 locations sur l'ensemble du territoire. Justice désormais au tribunal correctionnel aujourd'hui. Yannick Mey, déjà condamné à plusieurs reprises entre 2017 et 2022 pour trafic de stupéfiants, était jugé aux côtés de son fils pour importation de cocaïne. Ils sont donc soupçonnés d'avoir importé 941 grammes de cocaïne acheminée depuis les États-Unis. Le père aurait organisé l'opération depuis sa cellule. Il a été condamné à 10 ans de prison. La formation des sans domicile fixe grâce au campus des métiers porte ses fruits. L'objectif est d'atteindre la réinsertion professionnelle et donc sociale de ces personnes. Un projet porté par le père Christophe. Mélanie en est le parfait exemple. À bientôt 46 ans, elle a signé un contrat à durée déterminée dans un grand hôtel de Tahiti. Chiquita Teiva, Patrick Sinsing. Mélanie vient de loin. Rejetée par sa famille et contrainte de vivre dans la rue depuis plus de 5 ans, elle a accepté de suivre une formation en cuisine et en restauration avec Père Christophe. Après seulement quelques mois d'apprentissage et un stage, elle décroche un CDD au Hilton Tahiti. On a vu que Mélanie s'intègre beaucoup et puis en fait elle a volonté aussi d'apprendre aussi et tout de suite en fait on a vu qu'elle avait la capacité d'être parmi nous. Et c'est comme ça que je me suis donné à fond parce que je voulais réussir un jour et je voulais avoir une vie comme tout le monde. En attendant son premier salaire, Mélanie vit toujours dans la rue et elle met un point d'honneur sur son hygiène. Pour me doucher, soit je me douche chez Père Christophe,
Ben là, je n'ai pas le temps parce que je commence tôt aujourd'hui du moment que je suis sur un contrat de CDD. Donc, je suis obligée d'aller au parc Bougainville pour me laver, pour venir sur mon lieu de travail. Initiée au centre TVET grâce au soutien du campus des métiers, Mélanie et 9 autres femmes sans abri ont obtenu une formation diplômante. Après 4 mois de théorie, leurs acquis, elles les mettent en pratique au restaurant L'Éphémère, aménagé rien que pour elles. J'ai mis en place des cours d'anglais professionnel pour qu'elles puissent, admettons si elles travaillent dans des hôtels, qu'elles puissent communiquer aussi avec des clients. Ici, elles sont vraiment très autonomes. Ça m'aide beaucoup aussi au niveau comment gérer sa vie au niveau financement. Parce que d'habitude, on est des gens qui vivent dans la rue, qui passent son temps à boire, à faire n'importe quoi. Mais ici, ça nous apprend aussi comment nous gérer. La réinsertion de ces femmes prend du temps, mais elles retrouvent confiance en elles. Et cela, elles le doivent au père Christophe. La formation, on a voulu qu'elle soit là. C'est pas pour les renfermer, c'est pas pour faire de la ségrégation, non. Pour qu'on se sente à l'aise, ils sont chez eux. Et le fait qu'ils ont tous un parcours un peu chaotique, qui se ressemble en tout cas au moins dans le fait d'être à la rue, les aide parce qu'ils se soutiennent. 20 SDF ont bénéficié du dispositif avec à la clé un diplôme professionnel pour un budget total de 9 millions cofinancé par le gouvernement, le centre TVET et les entreprises privées. Avec nous en plateau, nous recevons le président de la Polynésie française en invité. Bonsoir Moetai Broderson. Yorana, et d'abord meilleurs vœux et bonne année à tous. Justement, c'est votre première interview de l'année 2026 sur un média. Quelles sont vos grandes priorités en 2026, si on doit en retenir une ou deux? Il y a plusieurs priorités. Évidemment, nous avons déclaré l'ICE, la lutte contre l'ICE, urgence nationale. Ça va continuer et s'intensifier. Il y aura bientôt l'ouverture du pôle de santé mentale, qui est un des éléments de notre politique donc en la matière. Ce n'est pas le seul, mais c'est un élément important. Donc tout ce qui est le volet santé, le volet prévention, ça, on va mettre l'accent là-dessus. Il y a aussi tous les dispositifs d'aide justement pour lutter contre la cherté de la vie. Parmi ceux-là, la nouvelle TVA des îles, comme ça que tout le monde l'appelle, donc qui va avoir un taux de 1% pour tous les archipels éloignés. Ça va contribuer grandement, je pense, au développement économique dans ces archipels, puisque ça va inciter des entreprises à se créer là-bas, mais ça va aussi baisser normalement le prix des biens de consommation. Il y a cette nouvelle disposition qui va venir soutenir le fret sur certains PPN, pas tous, qui sont importés, qui devrait également se traduire par une baisse donc des prix sur ces produits qui sont ciblés. Il y a le dispositif Tama Meitei, donc qui va venir prendre en charge une partie des repas d'abord des employés de l'administration, puisque c'était la cible la plus facile pour nous, puisque le pays est l'employeur, et puis ensuite qui a vocation à s'étendre au secteur privé. Mais là, ce sont des discussions à avoir avec les employeurs. Donc, grâce à ces mesures, vous pensez que la population va gagner en pouvoir d'achat. En parlant de pouvoir d'achat, les retraites de la tranche A ont été augmentées depuis le 1er janvier. Est-ce qu'il y aura une revalorisation pour la tranche B, voire pour le SMIC qui est prévu pour donner plus de pouvoir d'achat à ces personnes, on va dire, avec peu de revenus? Alors, c'est effectivement le constat de départ. Ça a été un peu les grands oubliés des différentes réformes ces dernières années. Donc, c'est un premier pas qu'on fait. On est toujours très prudent avec les comptes sociaux. Nous avons eu avant-hier un exposé des budgets prévisionnels de la PSG par le ministre donc en charge de la PSG, mais également par le directeur de la CPS. Il y a plusieurs projets qui viseront à améliorer, on va dire, les prestations, tout en préservant la pérennité des comptes sociaux. En parlant maintenant de tourisme, Moetai Broderson, on est sur une bonne dynamique au niveau des voyageurs, plus 7% au niveau du trafic international, plus 4% sur les vols domestiques. En 2023, vous espériez, 10 ans après, avoir 600 000 touristes. Est-ce que vous pensez que c'est toujours atteignable, cet objectif? Et parfois, il faut viser les étoiles pour atterrir sur la Lune, mais
il faut se fixer des objectifs. L'objectif, ce n'était pas forcément un objectif quantitatif de 600 000 touristes. On l'a rappelé à plusieurs reprises. 600 000 touristes, c'était une façon simple de fixer dans les esprits cette volonté de voir doubler la valeur économique du secteur touristique. On va dans le bon sens, là? On va résolument dans le bon sens, et il y a tout un ensemble de projets qui vont voir le jour donc, entre cette année et la fin du mandat, qui viendront encore accentuer cette tendance. Justement, en parlant de projets, vous pensez quoi du projet quintessence du Grand Waitāpe qui va être confié à des investisseurs de Singapour? Bah écoutez, je ne peux rien vous dire là-dessus puisque je n'ai jamais été informé de ce projet. Pourtant, vous êtes ministre du Tourisme. Justement, j'entends régulièrement les maires se plaindre de ne pas être concertés sur les problématiques de développement. Là, je découvre un projet quintessence en dizaines de milliards qui va venir complètement... Bon, après, soyons réalistes, c'est la période des élections. Mais je ne peux rien vous dire sur ce projet, je ne le connais pas. Vous évoquez les élections municipales, Moité Broderson. Est-ce que vous allez vous investir dans la campagne électorale? Pas du tout. Je pense que c'est un changement que certains ont peut-être du mal à intégrer. Je pense qu'il faut le mélange des genres, le mélange des rôles ces dernières années a été, je pense, dommageable, on va dire, à la politique au sens noble du terme. Le gouvernement ne se mêle pas des municipales. J'ai donné il y a 1 an une consigne très claire à mes ministres. Aucun de mes ministres ne sera présent sur des listes aux municipales. C'était différent des législatives où vous étiez venu en débat dans les médias? Oui. Mais c'est pas pareil, c'est des élections nationales. D'accord. Un autre sujet sur Air Tahiti Nui. Philippe Marie, le directeur général, va terminer son contrat. Vous ne l'avez pas renouvelé. Il défend son bilan, mais la situation de la compagnie, comment elle est? Est-ce qu'on est toujours à plusieurs milliards de pertes? Attention, je veux bien qu'on fasse le distinguo entre le travail qui a été effectué par Philippe Marie, que je veux saluer. Il y a eu un travail de fond, à la fois sur les aspects financiers et sur d'autres aspects. Il y a eu tout un travail préparatoire de ce qui va venir donc par la suite. Donc je salue le travail qui a été effectué. Mais le constat que nous avons fait, enfin les différents constats que nous avons fait, nous amènent à effectivement changer la direction pour pouvoir envisager les années qui viennent sereinement. Est-ce que Air Tahiti Nui aura encore besoin d'une subvention du pays? Alors, normalement non. Je dis bien normalement non, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'accidents économiques. Mais je pense que Air Tahiti Nui aura de toute façon besoin du soutien du pays dans les années qui viennent. Puisque là, on va, suite à l'étude de route qui a été commandée, on a un certain nombre de conclusions, qui nous ont conduit par exemple à fermer la route de Seattle. On a maintenu la route sur le Japon. On ne pouvait pas se permettre d'avoir 2 routes structurellement déficitaires dans notre panel. Mais il va y avoir, et ça répond aussi à certaines inquiétudes sur le marché américain, par exemple, il y a une nécessaire diversification des marchés émetteurs, avec notamment en ligne de mire l'Asie. Et pour faire toutes ces transformations dont notre tourisme a besoin, eh bien, il faut que la compagnie s'adapte. Et il y a un renouvellement de flotte qu'il faut donc envisager dès aujourd'hui, du moins une modification de la flotte, peut-être une modification des routes avec de nouvelles routes. Et tout ça, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement qui est nécessaire puisque Air Tahiti reste un des moteurs de notre tourisme, finalement. Deux sujets à aborder très rapidement sur le transport en commun. Oui. Est-ce que l'abribus à Otomaoro, pour vous, est un non-sujet? Et à Moorea, la situation est complexe. Qu'est-ce que peut faire le pays? Alors, sur Otomaoro, il faut qu'on m'explique. On parle d'une situation où on a des abribus vétustes, voire dangereux. On met de nouveaux abribus qui sont modernes, qui sont sécurisés et qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et là, je ne comprends pas trop cette polémique. Non, ce n'est pas un playground, ce n'est pas... voilà, ce sont des abribus. Donc, il n'y aura pas d'aménagement supplémentaire, donc hein? Absolument pas. Pour Moorea? Moorea, la situation a été abordée, je crois, par le ministre de l'Éducation. Il y aura un appel d'offres en février? Non, l'appel d'offres est déjà clos. Normalement, les notifications vont avoir lieu et donc le nouveau prestataire sera désigné en février. Oui. Très rapidement, Moité Broderson, il nous reste une petite minute sur les Jeux du Pacifique. Est-ce que les chantiers ont déjà débuté, vont débuter? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, les chantiers ont déjà débuté. Il y a un planning absolument incroyable à tenir, mais pour l'instant, on est dans le planning. L'IJSPF et l'ensemble des partenaires
sont mobilisés. L'État est là en soutien au travers du contrat de développement et de transition, donc avec un volet pays qui a été grandement fléché sur les Jeux du Pacifique. Vous le savez, on a décidé d'investir pour qu'il y ait un héritage à la sortie de ces Jeux en termes d'infrastructures. Donc on n'a pas investi que dans les infrastructures du pays, mais aussi dans les infrastructures communales, dans des infrastructures de l'éducation, celles qui vont accueillir la plupart des athlètes étrangers qui vont venir, ils seront hébergés dans nos pensionnats. Donc ce sera l'occasion aussi de rénover ces structures, et puis dans les infrastructures détenues par ce qu'on appelle les clubs bâtisseurs. Est-ce que les retards justement de ces chantiers s'expliquent par un retard aussi des versements, des financements de l'État, par exemple? Non, absolument pas. Les retards sont des retards classiques on va dire du BTP. On a eu des surprises, par exemple, en découvrant du plomb ou de l'amiante de ci et de là. Mais pour l'instant, on est dans le planning, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour vos réponses, Moïté Broderson. On retiendra donc vos priorités, lutte contre l'ice ou encore la mise en place de plusieurs dispositifs de soutien pour aider à renforcer le pouvoir d'achat des Polynésiens ou encore le renforcement de la flotte d'ATN, pourquoi pas, en tout cas une stratégie à mettre en place. Merci encore. On prend la direction des Marquises à Hivaoa, au musée Gauguin. Une exposition a lieu jusqu'au 15 janvier. Donc aujourd'hui, l'artiste peintre Axel Champlois, originaire de Marseille, expose plusieurs de ses aquarelles. Il s'est lancé en 2024 le défi d'aller au Japon de façon écologique. Il a donc notamment navigué en voilier et traversé le Pacifique. Installé depuis 2 mois à Hivaoa, il peint des portraits, des paysages, des animaux. Après cette escale marquisienne, il continuera sa route vers l'Australie et remontera ensuite toute l'Asie de l'Est pour rejoindre sa destination finale, le Japon, où il va exposer l'ensemble de ses peintures. Écoutez la démarche de l'artiste au micro de Teama Kamia. L'idée de cette exposition, c'était de montrer aux gens, aux locaux, aux gens qui habitent à Hivaoa, ce que j'avais fait, exposer leurs portraits, montrer un peu les visages que ici tout le monde connaît, les paysages que tout le monde connaît, et voilà, essayer de faire partager un petit peu ce que je fais avec les gens d'ici. Et c'est quelque chose que j'adore faire dans mon voyage. Et puis on parle de sport maintenant. Un skipper polynésien, Jan Rigal, s'est illustré il y a quelques jours sur la mythique Rolex Sydney-Hobart, en finissant avec son binôme calédonien, 2e au général. C'était une traversée exigeante à la voile entre Sydney et la Tasmanie, disputée dans des conditions extrêmes avec des rafales dépassant les 35 nœuds. Une performance de référence qui illustre l'excellence océanienne et qui inspire déjà la jeunesse polynésienne engagée plus que jamais sur la voie du très haut niveau. Ar Ihoetif Afana, Marcel Bono. À la barre, Michel Quintin. À la manœuvre, Jan Rigal. En 4 jours seulement, le duo boucle les 1100 km de traversée entre Sydney et Hobart en Tasmanie. Ils affrontent des conditions exigeantes. Préparés et soudés depuis 2020, ils décrochent une superbe 2e place en double au classement général en temps compensé. Une performance XXL. Plusieurs fois, j'ai cru qu'on allait exploser le bateau, quoi. Et à chaque fois, Michel m'a dit non, c'est bon, le bateau il est solide. Donc on a poussé le bateau au max. C'est le fruit d'un travail de longue haleine et en fait aujourd'hui, faut juste y aller, quoi. Quand on veut faire quelque chose, il faut se préparer. C'est un peu le message qu'on veut faire passer aux jeunes, quoi. Il faut rêver et il faut y aller, quoi. Il ne faut pas seulement regarder, il faut vraiment y aller, quoi. Rêver et oser y aller, c'est aussi la vision de la Fédération tahitienne de voile. La relève est déjà en action. Akihei Baniel, 14 ans, et Manoir I. Plichard, 17 ans, ont récemment défendu les couleurs du Fénois au championnat du monde jeune au Portugal. Pour les espoirs, un objectif clair en ligne de mire, les Jeux du Pacifique 2027, porté par l'exemple inspirant de Jan Rigal. Pour le moment, on est en cours de recruter, justement, de finaliser cette présélection pour ensuite mettre en application un programme où il va y avoir des championnats, une grosse partie entraînement physique. Les enfants, quand ils viennent à la voile et qu'ils ont la chance d'avoir un champion qui est reconnu, tahitien, forcément, ça met encore plus d'engagement de leur part. Ils se disent, si lui, il y arrive, moi aussi. En plus, il vient d'ici. En étroite collaboration avec le COPF, la Fédération prépare activement les Jeux du Pacifique 2027, un rendez-vous historique à domicile. Les athlètes polynésiens évolueront dans la baie de Matavai avec une ambition, l'or. Beaucoup, je ne sais pas si on peut en avoir une déjà en laser ou au bicat, ça serait bien.
Maintenant, c'est vrai que les coureurs locaux ont un petit avantage sur le système des vents dans la baie. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'ils sont un peu avantagés. Mais il n'y a pas que ça quand même. Plus de 60 jeunes skippers sont attendus sur le plan d'eau en 2027. À l'issue des présélections, 2 équipages représenteront le Fénois en Hobby 4-16, 2 hommes et 2 femmes en ILCA individuel. Et on les suivra bien évidemment. L'information principale de ce jeudi, le pays a lancé une aide au paiement des loyers destinés aux actifs. Le budget alloué est de 200 millions. Contrairement à d'autres dispositifs, cette aide n'impose pas de plafond de revenus fixe, mais s'adapte à la composition familiale et aux charges réelles de chaque foyer. L'actualité sur notre site internet, FIFO, le festival recrute ses bénévoles jusqu'à Fakarava. L'organisation a lancé en effet un appel pour la 23e édition prévue du 6 au 15 février. Sur vos écrans, après cette édition, la série de Pacte, puis le documentaire Step Blues. C'est la fin de votre journal. Merci pour votre fidélité. Demain matin, en radio, Élodie Largenton et Tawar Ili pour les informations. En télé, demain soir, vous retrouverez Corinne Tehitia et Lucille Guichet. Passez une très belle fin de semaine et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.